Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour me donner l'occasion de montrer un petit peu nos travaux au laboratoire. Je veux vous parler d'aimant liquide, comme est le titre indiqué sur la brochure. Je veux vous parler en fait de ce que nous on appelle de dispersion de nanoparticules magnétiques et je vais les illustrer, illustrer mon propos avec quelques expériences extrêmement simples. Essayer d'aller vers des concepts simples sur les propriétés des aimants. Donc la matière aimantée, alors pour commencer, est-ce qu'il y a un pointeur? Merci. Je vais, au cours de mon exposé, aller vers les tailles de plus en plus petites. Je vais commencer par des concepts sur les macro-aimants, ce que j'appelle donc des aimants à l'échelle, à notre échelle. Donc la matière aimantée, vous savez certainement, ne concerne que certains atomes, par exemple le nickel, le fer, le chrome, le cobalt. Et en fait, il y a finalement peu de matière, peu de matériaux qui sont magnétiques. Parmi ceux qui sont magnétiques, on distingue trois sortes d'aimants, on va dire les aimants permanents. Les aimants permanents ont été faits avec les mêmes atomes dont je viens de parler, mais ils ont été traités par exemple thermiquement, pour conserver une aimantation permanente. D'accord? Donc là, c'est une expérience d'une grande simplicité. J'ai apporté des aimants, j'ai des trombones ici. Et ce qu'on voit, quelque chose à laquelle on s'attend, c'est que ça fait une espèce de gerbe de trombone vers le haut. C'est extrêmement simple. Il y a des aimants qui sont induits. Induits, ça veut dire qu'ils ne sont pas aimantés. Cette agrafeuse n'est pas aimantée. Si je fais la même expérience avec mes trombones, ça ne marche pas. Par contre, si je mets ces aimants par-dessus, les trombones vont se coller à l'agrafeuse parce que j'ai transformé cette agrafeuse non aimantée en un aimant induit. Et bien sûr, par extension, les trombones eux-mêmes sont devenus aimantés. Effectivement, quand j'enlève l'aimant de l'agrafeuse, elle perd sa propriété. Donc, et puis il y a les électroaimants dont je ne parlerai pas. Donc il y a une propriété qui va me servir dans la suite, c'est les interactions entre les aimants et aussi cette polarité que vous voyez sur cette image. Donc vous avez un aimant comme celui-ci et vous voyez que quand elle est placée sur de la limaille de fer, donc une petite poudre très fine, eh bien, ça fait des lignes. Ça, ce sont les lignes du champ magnétique. On peut le regarder aussi avec l'aiguille de la boussole. L'aiguille de la boussole tourne en fonction de sa position. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a un nord et un sud, et donc il y a une polarisation de cette matière aimantée. Et dans la suite, cette polarisation, ça me dit que je peux faire une flèche et je peux y associer un vecteur. Et j'utiliserai ce vecteur qu'on appelle M, le moment magnétique d'un aimant permanent. Et ça me servira par la suite. Donc vous savez tous aussi que les aimants ont certaines propriétés d'interaction. Donc il y a un pôle nord et un pôle sud. Les pôles nord et le pôle sud s'aiment bien, mais les pôles sud et les pôles sud et les pôles nord et le pôle nord, non. Donc il y a une interaction attractive pour des polarités différentes et répulsive pour des polarités identiques. Donc la question, et on en revient au débat d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre des aimants macroscopiques et les transformer dans des objets nanoscopiques? Alors bien sûr, la question est positive. La réponse est positive, et je citerai à nouveau la phrase de Richard Feynman qui dit « There is plenty of room at the bottom », qui est en fait cette phrase, on lui associe la naissance ou le départ des nanotechnologies, donc il y a exactement 50 ans. Et peut-être il voulait dire par cette phrase que en arrangeant les atomes à l'échelle atomique, à l'échelle microscopique, eh bien, on arriverait à créer des structures extrêmement élaborées, extrêmement complexes. On a vu l'exemple ce matin. Donc ça, c'est l'échelle des choses. Vous êtes maintenant totalement familier avec ces concepts. On part du centimètre ou du mètre ici à notre échelle, et puis on va vers le 10 milliardième de mètre, qui est l'angstrom, ou le nanomètre, qui est voisin. Et on voit à gauche et à droite des objets qui sont, on va dire, de la nature, essentiellement du vivant, comme vous pouvez voir. Ici, par exemple, des globules rouges, une molécule d'ADN. Et puis des objets qui sont fabriqués par l'homme, et qui sont en fait des objets miniaturisés à cette échelle-là, au-dessus du micron, et puis par exemple des polymères et aussi des nanoparticules.
D'accord? Donc ça, le domaine des nanoparticules, tel qu'il est défini, une taille nano, c'est typiquement entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Je vais m'intéresser, comme vous imaginez, aux nanoparticules magnétiques. Et alors, comment est-ce qu'on les fabrique? Bon, le transparent suivant, vous l'avez déjà vu, pas sous cette forme, mais sous une autre forme. Donc les deux stratégies classiques des gens qui travaillent dans ces domaines sont l'approche top-down, on part du haut, on va vers le bas. Par exemple ici, quelqu'un qui part d'un macro-aimant, d'un aimant macroscopique et qui le broie avec une énergie mécanique pour en faire une espèce de poudre qui aura la même propriété. D'accord? Donc ça marche bien, on va dire que ça marche bien. Le problème, c'est qu'en gros, on descend plutôt vers cette échelle-là, vers 100 nanomètres. Donc ça marche bien, mais pas si bien que ça si on veut aller par là. Alors j'ai aussi une poudre magnétique que je vais faire passer. Je vais vous faire passer des échantillons, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Donc ça, c'est une poudre de fer, qui doit être peut-être un peu oxydée. Et quand on lui met un aimant à côté, vous voyez des pics qui partent de la poudre. Ça ressemble aux pics qu'il y avait sur mes trombones, et ça ressemblera aussi à des structures qui vont apparaître plus tard. Et j'essaierai de les expliquer. Donc la deuxième approche, comme M. Jacques Livage a dit ce matin, bien sûr, c'est l'approche de la chimie douce, et qui utilise donc une approche qui part du bas et qui va vers le haut. Et l'important ici, c'est de fabriquer une nanoparticule. On voit ici les atomes dont elle est composée. Et là, il y a la première difficulté, une difficulté majeure, c'est, on fait une synthèse, on apporte les atomes les uns après les autres. Comment s'arrêter à la taille qu'on choisit, qu'on veut? Comment s'arrêter à 10 nanomètres, à 15 nanomètres, à 100 nanomètres? Ça, c'est une des grandes difficultés, mais les chimistes de la chimie minérale ont parfaitement résolu, ou dans la majorité, ont parfaitement résolu ce problème. Donc là, on va s'arrêter à cette échelle-là. J'ai oublié de dire quelque chose. C'est qu'ici, il s'agit d'une réaction chimique pour former ces nanoparticules, mais contrairement, ici on a des poudres, ici cette réaction chimique est faite dans un liquide. Donc finalement, on va avoir un liquide contenant ces particules, et ça va donner ce qu'on appelle une dispersion, où les particules seront suspendues dans le liquide. Donc à quoi ressemblent ces particules magnétiques? Alors ce sont des particules magnétiques, ça c'est un exemple, il y en a un certain nombre, qu'on appelle l'oxyde de fer, qui s'appelle sa terminologie gamma Fe2O3. Et ce sont des particules qui sont synthétisées suivant une technique mise au point par René Massard de l'Université Paris 6 dans les années 80, et dans un laboratoire qui est maintenant dirigé par Valérie Cabuil. Et ce sont des spécialistes mondiaux de ces fluides. Alors ici, vous avez ces nanoparticules dans une expérience qu'on appelle microscopie électronique à transmission. Et vous les voyez, c'est des vraies particules, d'un vrai échantillon. J'en ai apporté tout à l'heure, vous pourrez aussi jouer avec. Ces particules sont plutôt sphériques, elles sont plutôt de la même taille, et ici elles sont grossies, cette image est grossie 120 000 fois. Alors la chose vraiment fondamentale sur laquelle il faut appuyer, c'est que chaque particule est un nano-aimant. Et donc en fait, à chaque particule est associée une petite flèche que j'ai dessinée dans le premier temps. Cette petite flèche, dans le cas qui nous intéresse ici, pour des raisons que je pourrais développer à la fin si c'est utile, elles sont désordonnées. D'accord? Chaque petite flèche pointe dans une direction différente. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant, ça c'est l'échelle nanoscopique, si maintenant je regarde à notre échelle, et bien ce liquide c'est celui-là. C'est un liquide qui est dans une cellule, qui est très sombre, c'est la partie du bas. Et effectivement, puisque j'essaye de vous dire que c'est magnétique, lorsqu'on approche un aimant, un petit peu comme dans l'expérience avec la graffeuse, eh bien cet aimant va avoir comme propriété d'attirer le liquide. Vous remarquerez encore une formation de pic, et ce liquide devient lui-même un aimant. Donc je fais circuler, et puis je vous montre le film. Donc là, dans cette expérience, j'apporte du haut un aimant, exactement comme je viens de le faire, et on voit ce liquide, cette dispersion,